L'honorable Moïse Katumbi Chapwe peut se vanter de figurer parmi les très rares politiciens congolais à détenir un passé clair et limpide. Des images et des témoignages à l'appui que quiconque peut vérifier. Il est ce politicien qui a évoqué à un moment l'idée d'une table ronde au cours de laquelle chacun des acteurs devrait éclairer l'opinion sur l'origine de leur richesse. Un appel qui s'est jusqu'à présent buté à un mur de silence pour des raisons évidentes. En ce qui le concerne, par exemple, il y a cette religieuse, la sœur Goanina, qu'il a connue il y a plus de 30 ans et qui nous éclaire. J'ai connu Monsieur Moïse, mais que moi j'aime bien l'appeler Petit Moïse, parce que quand je l'ai connu, je l'appelais ainsi, il y a plus ou moins 30 ans. Et je dois dire que vous me faites revivre un très beau temps, parce que rentrer dans le passé, et quand le passé a été bon, donne la joie au présent et nous projette aussi à l'avenir. Je vois un Moïse jeune qui avait un esprit surtout de travail parce qu'il venait à la Kafoubou. À ce moment, j'ai travaillé dans ces milieux à l'internat. Il arrivait avec une camionnette qui était vraiment... Ouais. Je ne sais pas si on peut dire vraiment macralée, une camionnette qui avait quand même parfois des difficultés, mais pleine de sacs de poissons. Mais les souvenirs aussi beaux, ce n'est pas seulement donc le travail qu'il partageait, c'était aussi son cœur. Ce n'est pas pour flatter les petits Moïse, mais laissez-le-moi dire. Il avait toujours quelques colis en plus. Et il disait, en tout cas, Sœur Giovannina, je voudrais avec ces colis de poissons aider les élèves, les filles qui ne peuvent pas payer les minervales, la pension de l'internat. Et c'est en tout cas un beau souvenir qui m'a toujours accompagné. Parfois je me dis, si le Congo avait beaucoup de petits Moïse, nous serions dans un paradis alors. En général, pour les internes, il y avait les parents, papa, maman, mais alors lui, il venait s'informer de ses sœurs, et puis alors on partageait beaucoup, même le temps qu'il prenait pour parler, parce que parfois c'est toujours aussi, on est pressé, bio, et on comprend de part et d'autre. Mais alors, ce que je me rappelle, c'est ce temps qui était donné pour parler, pour partager. Alors les souvenirs que j'ai de voir ce jeune homme qui partageait avec la sœur que je suis son expérience de travail. J'étais enchantée pour l'élan, l'esprit qu'il avait de m'expliquer le système de la pêche, le système de fumer aussi les poissons, et comment alors ces poissons arrivaient jusqu'à nous. Dans sa vie de très jeune homme d'affaires, il a rencontré à l'âge de 19 ans un certain Taki Samaras qui lui aussi éclaire notre lanterne. J'ai rencontré le jeune Moïse à Mpulungu, il y a de très nombreuses années. Il conduisait les camions de son frère, Raphaël Katebe Katoto, pour son entreprise de poissons. Donc il allait à Mpulungu acheter des poissons des pêcheurs locaux. Mais c'était vraiment lent. Il passait peut-être 2 semaines pour charger un camion de poissons. Je me suis trouvé là une fois. Et ce jeune homme qui avait à peine 19 ans m'a approché. Quand j'ai dit à Moïse, tu viens ici tôt le matin, Moïse était là. Je l'ai grondé. Va-t'en, va livrer. Moïse, je reviens ici cet après-midi. Il quitte ici à 9 h. Comment vas-tu revenir cet après-midi? Il était de retour à 15 h. Comment? Peu de gens peuvent faire ça. Croyez-moi, ce jeune homme l'a fait. Ce n'était pas un grand gaillard comme toi et moi. C'était un jeune homme. Il était fin, il était habillé élégamment, mais pas de façon bourgeoise, pas de veste ni de cravate, non. C'était un vrai travailleur. Vous ne mettez pas une cravate pour conduire une remorque.
Il quittait ici à 9 heures, mais les employés ne chargeaient pas assez vite. Ce n'était pas grand-chose pour lui de les aider, de charger. Pas comme un conducteur ordinaire qui s'assied et donne des leçons. Lui-même se mettait au travail. Tout le monde travaillait et moi je grondais. Plus vite, vite! Moïse doit partir. Il travaillait pour son frère. C'est une famille. Alors, forcément, pour que Raphaël confie autant d'argent à Moïse, c'est qu'il lui faisait confiance. Il n'y avait pas de chèque. Tu payes, tu as. Tu ne payes pas, tu n'as rien. C'est comme ça, et il le savait. Il voulait améliorer sa vie. Il l'a fait. Comme je l'ai dit, il a un cœur. Pas juste un cœur, mais aussi un cerveau. Il est dynamique, fort. Il n'a pas peur. Tout ce que je peux dire, c'est que beaucoup de gens sont jaloux. Ils ne sont pas aussi dynamiques que lui. C'est pour cette raison qu'ils ne sont pas là où il est. Je ne peux pas vous l'expliquer, car j'en ai les larmes aux yeux. Un homme, un leader. Le respect est une grande chose. Le journaliste congolais Kabulo Mwana Kabulo fait partie des personnes qui lui ont rendu visite en 2001, alors en exil en Zambie. À cette époque-là déjà, on peut avoir l'idée de sa réelle dimension. J'ai eu la chance de suivre, par souci d'information, de suivre M. Moïse Katumbi Tshapwe au moment où il s'est trouvé en exil forcé en Zambie, à Kitwe. J'ai dit non, je dois arriver là-bas pour voir qu'est-ce qu'il fait, comment il vit, tout ça, par souci d'information. La curiosité journalistique m'avait amené à Kitwe. Je suis arrivé à Kitwe. En quelle année? En 2001. Ça doit faire plus ou moins 12 ans, maintenant 13 ans. Je suis arrivé, j'ai rencontré le président Moïse Katumbi Tshapwe, que j'avais connu avant, au moment où il dirigeait Maison Katebe Katoto. Parce que son grand frère lui avait ces équipes-là, Raphaël Katebe Katoto. Je suis arrivé là-bas. J'ai passé, je crois, 4 à 5 jours à Kitwe en compagnie de M. Moïse Katumbi Tshapwe et j'ai saisi cette opportunité pour discuter avec lui. J'ai trouvé à Kitwe un homme organisé, un homme très bien assis. En tout cas, il était à l'abri de tout. Vous savez, quand on dit en exil, je me disais, est-ce que je vais le trouver dans un foyer pour réfugiés? Est-ce que je vais le trouver dans un centre où on met les exilés politiques? Non, je l'ai trouvé très bien dans une villa très moderne avec ses enfants. Et nous avions commencé le lendemain à discuter. Il m'a fait d'abord visiter toutes ses affaires. Les affaires qui étaient florissantes. Déjà à l'époque, il y a 12 ans, 13 ans, j'ai visité la minoterie industrielle avec des moulins professionnels qui produisaient autant de sacs de farine par jour, de qualité. Ensuite, j'ai visité la poissonnerie industrielle qui produisait à peu près 1000 tonnes de poissons régulièrement. Et puis, ces poissons nourrissaient pratiquement toute l'Afrique australe et une bonne partie était envoyée en République démocratique du Congo. J'ai eu la chance également de visiter les mines, ces mines, et l'usine d'extraction qu'on appelait l'émeraude. L'émeraude, c'est les diamants verts, pour votre information. J'étais là, j'ai assisté à l'extraction, comment on faisait, et les recettes journalières, comment ça se produisait. Et je me souviens, en ce qui concerne les mines avaient réalisé des recettes incommensurables. Et il y avait déjà la première vente à l'époque, qui avait réalisé plus ou moins 160 millions de dollars. La deuxième vente, c'était 180. Mais il y avait la première vente, la grande vente, qui avait battu le record avec 380 millions à l'époque, qu'il avait réalisé. Et ces chiffres sont vérifiables au ministère des Mines de la Zambie. Vous pouvez aller, même en chopant à l'Internet, dans les sites du ministère zambien, vous pouvez trouver toutes ces informations. Et Moïse n'était pas que cela. Il était dans les transports urbains, avec des bus qui circulaient par tous les transports transurbains. Et il était également partenaire majoritaire dans la compagnie aérienne Zambia Airways, et avec des vols qui étaient organisés vers les Seychelles, vers l'île Maurice, vers l'Afrique du Sud et d'une manière régulière. Donc c'était un messier assis. Imaginez-vous un peu toutes ces recettes, hein, régulièrement, mensuellement. Et il avait son jet privé, déjà à l'époque, hein, donc il n'a pas eu l'avion maintenant quand il est dans Mazembeno, bien avant. J'ai eu la chance, moi, de circuler à bord de cet avion et c'est comme ça qu'on visitait toutes ces concessions, qu'on visitait toutes ces entreprises.
Et maintenant, il a profité justement de l'exil pour réfléchir. Il s'est donné beaucoup de temps. Le temps consacré à ses affaires, mais le temps consacré à son équipe. Vous savez qu'il était jeune président parce qu'il était d'abord vice-président de M. Sonville. Sonville qui avait remplacé son frère Katebe Katoto. Il voulait prendre la retraite. Alors il était jeune président, à peine deux ans et demi la présidence, il était obligé de partir en exil. Alors il a commencé à réfléchir. Parce qu'il a grandi ici à Lubumbashi, il connaissait bien la situation de Mazembe. Et au moment où il a eu Mazembe, au départ, là, Mazembe était en difficulté. Je me souviens, Mazembe nettoyait les maillots le matin pour attendre que ça se sèche, pour utiliser ça dans l'après-midi. Mazembe a connu des moments très très difficiles. Je pense que c'est à cause de tout ça qu'il s'est mis à réfléchir. Il a mis le temps pour passer en exil à profit. Il a commencé à concocter les plans pour Mazembe. D'abord, il a dit, priorité, il faut absolument que je réhabilite le stade Mouanké. Il n'avait pas encore le nom de Mazembe. Il a dit, je le réhabilite, sinon je vais le reconstruire. J'ai dit, président, avec quel moyen? Il dit non, je suis en train de travailler. Une bonne partie de ce que je réalise consacré à Mazembe, une autre à mes affaires pour le faire prospérer à ma famille, mais je dois travailler aussi avec les partenaires. Il a concocté les plans, comme c'était un grand business homme d'affaires. Il a commencé à tisser comme une araignée, tout doucement, cette toile, c'était son plan. Et il a dit, objectif, stade de Mazembe. Je vais les faire très très vite, mais je prendrai du temps. Il fallait les autorisations. Il devait quand même, cet homme d'affaires, se mettre à l'abri, n'est-ce pas, hein, sur le plan juridique, etc. Et après, il a dit que dans mes objectifs, Mazembe doit devenir l'un des grands clubs en Afrique, sinon les plus grands. J'ai dit, vous avez l'ambition effectivement de dépasser, il a dit, je vais dépasser les Raja de Casablanca, je vais dépasser Espérance de Tunis, je vais dépasser Al-Ali. J'ai dit, président, comment vous allez faire ça? Il dit non, avec la volonté et la détermination, avec ma vision, avec le planning que je suis en train de danser, M. Kaboulou, vous verrez. Puis j'ai réalisé une interview et vous allez découvrir à travers l'interview que ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas inventé. Loin de moi la démagogie, vous allez l'écouter. J'ai dit, il y a 12 ans, 13 ans que cette interview a été réalisée à Kitwe, en Zambie. On essaie de s'en sortir, mais c'est très difficile. On essaie. J'ai été formé par ça, j'ai été formé par mon père était commerçant. Il a pris sa retraite, mon frère aussi a pris sa retraite. Donc j'ai commencé moi-même mes propres activités. Et ça fait 15 ans maintenant que j'ai commencé mes activités. Pour le moment, je compte à peu près 1300 ouvriers. 1300 ouvriers Kaboulou, mais ce que je paye chez mes ouvriers, ce que je paye chez Mazembe, ce qui me coûte trop cher chez Mazembe pour le moment. Nous avons deux pêcheries, une pêcherie au lac Mouero et une pêcherie au lac Tanganyika. Nous faisons au lac Tanganyika au moins 5000 tonnes chaque année. Au lac Mouero, nous faisons 1800 à 2000 tonnes chaque année. Et ça nourrit beaucoup de populations. Oui, nous exportons aussi chez nous au pays. Nous faisons aussi les filets que nous exportons en Europe. Donc, ça ne nourrit pas que le continent africain, ça nourrit aussi le continent européen. Nous avons 2 mines d'émeraude Kaboulou. Et la mine jusque-là, ça va, il y a des gens sérieux. Combien de politiciens congolais sauraient-ils être capables d'ouvrir la porte de leur passé à l'opinion? Combien peuvent-ils prouver aujourd'hui qu'ils étaient à l'abri du besoin avant d'entrer en politique ou de bénéficier d'un mandat public? La réponse est très facile à deviner. Le 11 juillet 2003, il retourne en RDC après 10 ans d'exil. Mais voilà que certains politiciens affirment dans le dossier Stoupis qu'il lui avait vendu une maison à Lubumbashi en 2002. Une incohérence tout simplement étonnante. L'histoire et le passé sont têtus. Des images et des sons le prouvent dans ce cas.